Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot. Allez, on est parti jusqu'à midi. On va tenter de se mettre d'accord en ce vendredi 4 avril 2025. Oui, il s'est passé beaucoup de choses cette semaine. C'est un peu, on va dire, la synthèse de tout ce qui s'est passé, mais on est un peu sur les mêmes sujets. Quoique, autour de cette table, je salue Gilbert Azoulay. Bonjour, comment ça va? Comment ça va? Toujours ravi d'être là et une première pour moi avec vous. Eh ben pareil, c'est la même chose. Directeur général de Newstank Education. On dit education, on fait éducation parce qu'on m'a reproché de dire Newstank, donc éducation. Mais l'économie de la connaissance étant mondiale, un peu d'anglais, c'est pas mal. Jean-Pierre Denis, bonjour. Journaliste, écrivain. Mathieu Bachalone, bonjour. Ça va bien, communicant, président de M2B Conseil. Et Arnaud Stéphane, bonjour à vous Arnaud, fondateur de l'agence La Note de Com. Alors aujourd'hui et au menu, on va revenir sur évidemment les derniers rebondissements concernant les droits de douane qui ont été avancés hier par Donald Trump. Comment on sort de ça? Est-ce qu'il faut une riposte brutale? Comment mettre on va dire la bonne jauge, tout est dans la nuance sans doute. Le monde entier retient son souffle, ça c'est une certitude, puisque en écoutant ce matin l'interview de Jean-Jacques Bourdin, son invité de 8h30, économiste, qui était là avec nous ce matin, c'était Nicolas Gutzmann, qui est chef économiste de la financière de la Cité. Je vous le recommande parce que il met vraiment en perspective tout ce qui peut se passer, et visiblement c'est la Chine qui va donner le tempo à tout ça, mais on va en parler avec vous quatre. Free Marine Le Pen, c'est ce que dit Donald Trump sur son réseau social. Qu'est-ce que ça veut dire derrière dans cette stratégie? Et puis on est à la veille aussi d'un week-end et d'un dimanche où on va battre le pavé du côté du RN, du côté de la gauche et du centre aussi. Et puis enfin, après David Linard qui était notre invité cette semaine sur Sud Radio, Bruno Retailleau hier soir s'est attaqué au syndicat de la magistrature. Est-ce le retour des juges rouges, comme le dit le ministre de l'Intérieur, et est-ce à un ministre de prendre position sur la fonction de magistrat? Voilà pour le menu assez copieux. Donc on va commencer par les coups de cœur et les coups de gueule concernant l'actualité. On va commencer avec Arnaud, un coup de gueule. Oui, un coup de gueule dans un article paru dans le Canard enchaîné cette semaine qui nous apprend que on a recruté des étrangers dans la préfecture des Hauts-de-Seine pour remettre les titres d'identité des Français. C'est extraordinaire, c'est-à-dire que tout est inversé dans cette société. C'est-à-dire qu'on a recruté des gens qui ne sont pas français pour remettre des titres d'identité de toute nationalité. Le problème il est pas là. Je savais pas que fonctionnaire territorial ou éventuellement de travailler dans une préfecture, c'était un métier en tension et on est obligé de faire venir des gens de l'étranger pour remettre les titres d'identité à des Français. Je trouve que c'est à la fois complètement débile, je trouve que c'est très maladroit de la part de la préfecture au minimum. Et d'ailleurs, le ministère de l'Intérieur essaye de trouver une parade un peu pathétique, mais bon, le Canard enchaîné a sorti l'article. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que le ministère fait allusion à une loi, et le Canard enchaîné a cherché cette loi. Cette loi n'existe pas. C'est un décret de 1955. Et en plus, ils se sont trompés. Ils ont dit oui, c'est au sous-préfet, et dans le décret, c'est au préfet. Donc tout est faux, tout est raté, et ce qui en dit beaucoup sur tout ça par à volo, et on se retrouve dans des situations absurdes où les Français se font remettre leur titre d'identité par des étrangers. Je trouve ça, mais voilà, bravo, une fois de plus. Il y a 5 millions de chômeurs. Si ce sont des ressortissants européens, c'est... Non, mais on s'en fout. Parce que moi, j'ai des copains qui bossent dans des administrations en Espagne. C'est pas un métier en tension, de travailler à la préfecture des Hauts-de-Seine. Je connais pas l'histoire. Je vois pas ce qui choque Arnaud là-dedans. Enfin, moi, pour le coup, je connais pas. Moi non plus, j'ai pas lu l'article. Facilement choqué, Arnaud, attention, il faut le savoir. Non, j'ai pas l'idée. Je trouve que dans une société, et particulièrement sur l'Île-de-France, où il y a quand même un paquet de gens qui sont au chômage, ou qui sont en fin d'activité, on nous dit qu'il y a le travail des seniors, ils n'arrivent pas à trouver un job. Je pense que
ça serait compatible avec un statut de senior. Ce que je comprends pas, c'est des prestataires extérieurs, c'est des gens qui sont. Non, c'est pas des prestataires extérieurs. Quel est le format? Parce que je trouve c'est effectivement assez curieux, mais moi je découvre cette info, mais je voudrais savoir. Je pensais que vous alliez nous parler de effectivement le trafic de faux papiers sur des migrants dans la préfecture de Béziers. Non, c'est pas ça. Je vous parle du fait qu'on a recruté des gens. Encore une fois, comme s'il y avait pas de problème de. C'est pas que des étrangers me remettent mon titre de transport, mon titre de séjour, ou me remettent mes papiers. Titre de séjour, j'espère. Ce qui est plus choquant, à mon avis, c'est pas tant la question qu'ils soient étrangers ou pas, c'est la question de savoir comment sont gérées les préfectures et effectivement de savoir si les missions de service public sont bien le fait gérées par des fonctionnaires ou pas, étant donné qu'il y a quand même un certain nombre de personnels. Après qu'ils soient étrangers ou pas, je pense pas que ce soit. Mais c'est des accès à des documents. Enfin, je veux dire, à des documents administratifs. Donc on s'en fout. J'ai bien compris. Non, mais j'imagine que c'est. On n'a pas l'info, donc la dernière fois, on n'a pas la rêve, comme on dit. Les canards, c'était sorti il y a 2 jours quand même. Il se trouve que c'est comme l'histoire de vous comprenez, il mettait en tension, on a besoin d'immigrés pour aller travailler dans les cuisines. Alors donc on n'a plus besoin de passer le CAP cuisine, c'est pas la peine parce que le moindre mec qui arrive de Peshawar arrive à vous faire une daube à la provençale aussi bien. Non, je pense qu'il faut être sérieux. Il faut y aller. C'est moi qui décide. Et je vous dis que là, on fait la pause, les infos, on va s'intéresser aux courses et on se retrouve juste après, tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot. Ils sont très en forme, on voit que c'est vendredi. Gilbert Azoulay, directeur général de Newstank Education, Jean-Pierre Denis, écrivain et journaliste, Mathieu Bachelon, communicant, président de M2B Conseil et Arnaud Stéphane, fondateur de l'agence de la note.com. Alors on était avec les coups de cœur et les coups de gueule dans un instant. On va revenir sur la petite phrase de Donald Trump hier soir, son message sur son réseau social, Free Marine Le Pen. Voilà, il faut la libérer, dit-il, le président des États-Unis. Qu'est-ce que vous en pensez? On va voir ça tous ensemble. On continue avec le coup de cœur et les coups de gueule. Jean-Pierre, vous voulez revenir sur cette proposition de loi, on en a parlé hier, de régularisation de l'installation des médecins. Ça vous interpelle? Oui, alors je ne sais pas si c'est franchement un coup de cœur, parce que c'est une méthode contestable pour régler un problème réel. Mais au moins, c'est une méthode pour régler un problème. On sait tous qu'il y a des déserts médicaux. Que... Tous les syndicats de médecins, d'internes, tout le monde est contre. Oui, mais ça, c'est contre-productif. Tous les syndicats sont contre, et beaucoup d'élus, enfin la plupart des élus qui sont médecins à l'Assemblée nationale sont contre aussi. Mais on va quand même peut-être d'abord expliquer de quoi il s'agit. Comment ça fonctionne? Voilà, c'est une proposition de loi déposée par un député socialiste, mais qui a suscité un consensus assez large à l'exclusion du Rassemblement national. Dans tous les autres groupes, apparemment, il y a des soutiens pour cette proposition de loi. Ils sont occupés à autre chose. Non, mais voilà, certainement. Mais pour pour apporter une réponse au problème des déserts médicaux. Donc, les collectivités locales font tout ce qu'elles peuvent. On installe des maisons de santé, on donne des primes, on s'occupe de tout. On fournit des appartements, et ça ne suffit pas à régler le problème. Donc, le problème demeure. Là, l'idée est assez simple. C'est de dire que dans les zones où il y a déjà suffisamment de médecins, où l'offre médicale est assurée, on ne pourra s'installer que lorsque un médecin part à la retraite. Partout ailleurs, on peut s'installer librement. Donc c'est relativement peu coercitif, mais c'est coercitif. Et donc, effectivement, ça heurte les syndicats de médecins qui sont attachés à tout ce qui relève, effectivement, des principes de la médecine libérale. Donc, on peut les comprendre. Mais enfin, ça fait des décennies qu'on essaie de régler ce problème qui ne cesse de s'aggraver. Donc, je trouve que c'est plutôt intéressant de tenter ça. C'est une mesure, effectivement, qui a un caractère bureaucratique, puisque c'est les agences régionales de santé qui vont définir les zones en tension et les zones pas en tension. Mais c'est quand même assez simple. C'est-à-dire que si vous êtes dans une zone, vous voulez vous installer dans une zone en tension, vous attendez qu'il y ait un médecin qui parte à la retraite. Donc c'est pas non plus si contraignant que ça. Donc je trouve que, à la réflexion, c'est une bonne idée. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que certains disent, il suffira d'attendre et de se positionner juste à la limite de la frontière pour pouvoir attendre, pour pouvoir s'installer. Je suis d'accord avec vous, c'est une réponse au moins, parce qu'on apporte une réponse à un vrai problème. Je suis étonné, c'est souvent par la contrainte.
Si vous n'y allez pas, vous n'avez pas droit. En revanche, on pourrait faire des bonus. Je sais pas, un trimestre en plus pour sa retraite, si vous installez 3 ans, comme on fait pour le service militaire. Après tout, quand on fait le service militaire, vous savez, vous avez droit, quand vous avez servi l'État, vous avez droit à des retraites, des trimestres en plus. Là, il faudrait incentiver, comme on dit dans les entreprises, et motiver les gens. Pardon ? En bon français. En bon français, merci Arnaud. Mais je compte sur toi pour me rappeler les vraies valeurs. Non, mais c'est vrai que je n'y manquerai pas. Ça y est, le match est lancé là. Mais je pense qu'il faudrait motiver les gens pour leur dire si vous y allez, vous avez un bonus. Après, je rappelle quand même toutes ces mesures incitatives pour l'installation des médecins, elles existent. Les collectivités locales. Oui, c'est les collectivités. Il n'y a pas de fiscalité, par exemple. Ça existe déjà pour les pharmaciens, les paramédicaux, les kinés, les infirmiers. Ils attendent d'avoir effectivement l'agrément de la sécurité sociale pour s'installer. Alors, pour les pharmaciens, il faut qu'ils soient dans. C'est délimité par les zones d'habitation et par le nombre d'habitants. À Paris, nous avons beaucoup de pharmacies, mais parce que nous avons des arrondissements où il y a beaucoup de personnes, notamment des personnes âgées. Mais vous n'avez pas de liberté d'installation. Mais ce que on dit dans les métiers, dans les zones en tension, Paris est un désert médical. Alors c'est vrai que aujourd'hui, même dans les grandes villes, il n'est pas si facile de trouver. Mais il est même impossible. En tout cas, c'est difficile de trouver un nouveau. Avec Doctolib, c'est quand médecin même fluidifié. Il faut pas les plateformes, elles ont fluidifié le système. Donc c'est vrai qu'il y a un manque global, mais enfin, on sait tous que si vous payez, vous y arrivez. Dans des zones, dans des zones rurales où il y a d'ailleurs souvent beaucoup de personnes âgées, il est très difficile. On connaît tous dans notre entourage des personnes âgées qui ont du mal à se faire soigner, tout simplement. Voilà. Donc c'est un réel problème. Et bien, à un moment donné, il faut bien essayer d'ajouter des mesures à celles qui sont déjà prises et qui étaient des mesures positive. La contrainte, encore une fois, n'est quand même pas très forte et en effet, elle est beaucoup moins forte que celle qui pèse sur les pharmaciens. Étant donné que, juste pour, si on parlait sur les situations en zone urbaine, les déserts médicaux font aussi que il y a après des tensions énormes sur l'ensemble de la chaîne et ça finit aux urgences. On sait que les urgences, l'hôpital public est en mauvaise santé. Il y a alors effectivement les problèmes d'effectifs, mais il y a aussi le problème d'afflux de personnes qui vont aux urgences. On le sait tous, qui ne devraient pas être aux urgences parce que en fait, elles n'ont pas réussi à avoir accès à un généraliste pour des questions d'horaire, de fermeture de cabinet, ce genre de choses. Et effectivement, pouvoir réguler un petit peu cette installation de généraliste pourrait aussi avoir un aspect, je pense, bénéfique sur les urgences. Il y a des quartiers de Paris où il y a des médecins qui arrivent à faire 400, 500 arrêts de travail par mois. Donc oui, visiblement, ils ont des horaires d'ouverture assez larges. Et on parle des médecins généralistes. On rappelle quand même qu'ils ont rajouté une année supplémentaire aux études de médecine générale. C'est un bac plus 10 maintenant, parce qu'il y a une dixième année qui a été rajoutée. Médecin généraliste, non, c'est pas 10 ans. Si, c'est 10 ans. C'est 10 ans. C'est 10 ans. Pour être interne, il faut 10 ans. Oui. Pour pouvoir avoir votre diplôme et pouvoir vous installer derrière, vous êtes à bac plus 10, oui. Non, mais en tout cas, il y a un autre problème aussi, c'est-à-dire qu'on n'a pas assez de médecins de toute façon. Donc c'est le problème de l'entrée dans la profession et on ne forme pas assez de médecins. Allez, coup de projecteur, Gilbert, puisque vous êtes là sur l'orientation de nos étudiants. Le MEDEF s'en mêle. Oui, ça vous a pas échappé que je parle beaucoup d'éducation, d'orientation, d'économie de la connaissance. Alors, le MEDEF, les patrons des patrons, d'ailleurs, Patrick Martin, se sont lancés dans le débat car on se rend compte que ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas du tout. Dans le rapport intitulé Un jeune, je l'ai ramené parce que je sais que ça vous intéresse, Arnaud. Un jeune bien orienté, un succès pour tous, publié sous l'égide du recteur Olivier Faron, quelqu'un dans le mercato du MEDEF, c'était important puisqu'il est passé du rectorat, personnalité d'éducation, au MEDEF. Et on découvre que, attendez, crochez-vous, 83% des élèves sont angoissés au moment de formuler les vœux sur Parcoursup. Je sais pas si vous avez dans votre entourage des enfants. 17% des jeunes âgés de 20-24 ans sont ni en études ni en emploi, et que seulement la moitié des bacs plus 1 sont satisfaits de la filière ou de l'établissement dans lequel ils se sont engagés. Un chiffre encore. Selon le Trésor, le coût d'une mauvaise orientation, combien par an ? Ça, je sais pas. 3 à 4 milliards entre les réorientations, les redoublements, les sorties de diplôme. Alors, que viennent faire les patrons sur le thème de l'orientation? Parce qu'on les attendait sur plein de thèmes, sauf sur celui-là. Eh bien, ils en ont marre, ras-le-bol, de pas trouver les compétences dont ils ont besoin chaque année, chaque mois, chaque jour, et sur des métiers en tension. Le MEDEF, donc, prend très au sérieux ce sujet. Alors, au préalable, je rappelle que le coupable idéal, c'est Parcoursup, évidemment, mais ça reste un outil. Il arrive en bout de chaîne, sachant que le problème, il est bien en amont, et il faut commencer très très tôt. Alors, 14 propositions dans ce rapport simple, rapide, opérationnel, entre l'IA, le rapprochement des acteurs, parce qu'il y a plein de gens qui font de l'orientation, sauf que chacun le fait dans son coin. Mettre en place des bilans d'orientation, revoir la carte d'information. Et moi, j'ai retenu une proposition sur les 14, elle est tellement simple. Rendre effectives les heures prévues pour l'orientation dans le cursus, au collège et au lycée, des heures qui sont malheureusement aujourd'hui ni budgétées, ni programmées. Donc orientons nos enfants très tôt pour qu'ils réussissent et qu'ils ne se plantent plus
Voilà, c'était... Vous saviez tout ce que vous vouliez faire à 15-16 ans? Non, justement, c'est ce que je voulais dire. Orientons-le plus tôt, ça peut être, enfin, je me fais l'avocat du diable, mais ça peut être un peu dangereux aussi, parce que quand on a, Christine a raison, quand on a, je sais pas, 13, 14, 15 ans, 16 ans, c'est pas trop ce qu'on veut faire, déjà qu'en France, on a tendance à mettre les gamins dans une file et dire que parce qu'on a choisi tel truc et qu'on a fait tel diplôme à tel âge, on est obligé toute sa vie de rester dans son couloir de nage. Je me dis que c'est pas mal aussi. Je dis pas qu'il faut les envoyer complètement désorientés. Je parle plus d'information que d'orientation. Je suis tout à fait d'accord. Alors, par contre, d'information, je peux commencer aujourd'hui parce que même les enfants qui sont trop jeunes pour. Vous verrez. Mais à mon époque, vous m'appelez. Je renseigne tous les potes. C'est vrai qu'à mon époque, je me souviens de dire que l'orientation n'était pas quelque chose d'extraordinairement efficient et valorisé. Et que il y avait en plus, disons que le lycée, pour parler du lycée par exemple, était un peu un environnement dans lequel le monde extérieur, notamment professionnel, ne rentrait pas trop. Alors, donc c'est sûr que les gens flippaient, surtout que l'orientation vous disent ça serait bien que tu ailles faire un métier manuel au lieu de faire un truc intellectuel. Et c'était très français, ça aussi très français. De mon temps, très français, la dévalorisation des métiers manuels, ça c'est sûr. Dans les années 80, c'était ça. Tu seras orienté. Tout le monde tremblait en se disant là ils vont me demander d'aller faire tourneur fraiseur ou d'aller faire de la soudure. Mais c'est génial. Pourquoi pendant si longtemps d'ailleurs il y a un très bon bouquin de David Goodhart. Alors, c'est marrant parce que David Goodhart, tout le monde a parlé de Road to Somewhere avec les Anywhere et les Somewhere. Il en a sorti un autre qui s'appelle La tête, le cœur et la main. Et curieusement, personne n'en a parlé de celui-là. Où justement, il dit, on a surintellectualisé les diplômes, on a surintellectualisé le travail, et on n'a pas suffisamment mis en avant le travail manuel, l'intelligence de la main, l'intelligence de la main, etc. Et ces gens, en plus, non seulement ils se sentent un peu mais ça n'a pas trop changé, hein, franchement, Arnaud. Si, parce que aujourd'hui, vous étiez dans le centre de formation pendant le Covid, mais il se trouve que pendant le Covid, on nous a expliqué que tous ces gens qui faisaient le travail de la main, c'était la première ligne, c'était merveilleux, formidable, oui, c'est ce que j'avais dit, génial. Donc on est revenu en arrière, et en plus aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui plaisantent en disant finalement si j'avais su, j'aurais fait plombier. Parce que mais c'est des plombier, gens souvent, ça vit très très bien, électricien ça vit très très bien. C'est souvent des gens qui ont obtenu. On va faire ce débat derrière parce que je trouve que c'est intéressant. Derrière la pause, merci beaucoup. C'est mais passionnant. Souvent c'est des gens qui ont, comme me dit, c'est une réorientation. Mais en orientation initiale, aller vers les métiers manuels, ça reste quand même. Oui, je pense que c'est une erreur. C'est une erreur, mais entièrement d'accord. Il y a des gamins qui s'ennuient. Très bien gagner sa vie avec des travaux manuels. On peut s'éclater et faire plein d'autres choses. Surtout avec les progrès de l'intelligence artificielle, beaucoup de métiers dits intellectuels, à tous les niveaux, y compris des métiers de chercheurs extrêmement pointus, vont disparaître. S'il y a une chose qui ne pourra pas être si facilement remplacée, même s'il y aura aussi des robots, ce sont des métiers manuels. Allez, on y va. Dans un instant, on va continuer ce débat avec vous, Kat. Vous ne bougez pas, on est sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot. Allez, on continue avec Gilbert Azoulay-Jean, Pierre Denis, Mathieu Bachalone, Arnaud Stéphane. Un mot sur ces orientations scolaires, parce que rappelons, alors si vous avez des enfants qui sont sur Parcoursup, j'espère pour vous que vous avez bien validé le dossier. Oui, j'espère. C'était mardi soir, mercredi soir, et mon master aussi pour ceux qui font des études. Ils veulent faire des études supérieures. Ça sent le vécu. Ça sent le vécu, mon cher ami. Hein. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent tous ces. Et alors, on critique beaucoup Parcoursup, mais je vous renvoie à ce qu'il y avait avant. C'était APB, administration post-bac, où là, c'était à pile ou face. C'était 36-14 Ravel. Oui, Ravel. Bien sûr, Ravel. C'était l'instant nostalgie. Bien sûr. On dirait une réunion d'anciens combattants. On arrête. La question, c'était par rapport effectivement à ces orientations, en tous les cas, ces préconisations faites par le MEDEF, par rapport à leurs difficultés de recrutement qui se disent mais au bout du tunnel on va prendre les choses en main, mais cette revalorisation des métiers par exemple manuels où il y a de très belles carrières, les gens gagnent très bien leur vie, etc. Il y a des très jolis profils. On n'a pas amélioré les choses. Non, mais d'accord, mais alors moi j'ai de la chance parce qu'à 10 ans je voulais être journaliste et à 13 ans j'ai commencé à pratiquer ce sport en amateur, donc je savais très bien ce que je voulais faire. Donc je suis peut-être pas je suis peut-être un cas particulier. Mais j'ai un peu envie de renvoyer la balle dans le camp des patrons sur cette affaire-là. Parce que pour recruter les gens, vous avez parlé de compétences. Évidemment, on cherche, quand on recrute des gens, on cherche une compétence. Mais on cherche aussi un potentiel. Et moi, j'aimerais qu'on travaille un peu plus, qu'on parle un peu plus de potentiel. Vous avez parlé de Parcoursup et de l'angoisse des parents, mais on connaît aussi tous des jeunes qui essaient de rentrer sur le marché du travail et à qui on dit
ah ben non, il faut 2 ans d'expérience. L'apprentissage, 1 million de personnes aujourd'hui, quand même, c'est pas mal. L'apprentissage, ça prend un sérieux coup, là, avec la baisse. C'est un vrai progrès. Ça baisse, c'est 5 millions de personnes, quand même. Je vais essayer de finir. Donc l'apprentissage, c'est très bien, mais bon, on dit aux jeunes, ah ben non, t'as pas 2 ans d'expérience. L'expérience, je suis désolé, c'est le seul défaut, le manque d'expérience qui se corrige tout seul. On prend 2 ans, on a acquis l'expérience. Si vous allez de l'autre côté de la Manche, vous allez en Angleterre, vous pouvez avoir fait à peu près n'importe quelle étude, y compris, on peut dire, bah voilà, ça sert à rien de faire des études de psycho parce qu'il n'y a pas de boulot dans la psycho ou de sociologie, bon peut-être, mais en Angleterre, vous pouvez avoir fait pas ce que vous voulez, mais au moment du recrutement, on va dire, quel est votre potentiel, et à ce moment-là, on va vous donner votre chance. Donc ça joue dans les 2 sens, et peut-être que les recruteurs, les patrons, pourraient aussi balayer devant leur porte à ce sujet. Peut-être qu'il manque ce critère-là, mais je voudrais qu'Arnaud réagisse aussi. On parlait tout à l'heure de médecine, mais ça vaut pour d'autres métiers. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a des débouchés qui se créent pour justement contourner Parcoursup et les choix des parents et pour faire de bonnes études. Il y a des universités à l'étranger qui font des cours en français. En Roumanie, en Espagne, et dans d'autres pays. Au Portugal, on peut faire des études de médecine. On peut faire des études de kinésithérapeute en français. Elles sont diplômées. Il y a un diplôme européen. Et après, vous avez votre poste en France. Ce qui pose problème, ce qui veut dire que il y a déjà des stratégies de contournement et elles sont organisées. C'est-à-dire qu'il y a des gens, il y a un besoin. Il y a un business qui s'est créé. Il y a des écoles qui sont à l'étranger et qui se sont créées. Voilà. Donc, il est possible aujourd'hui, même si vous avez raté Parcoursup et que vous avez vraiment envie de faire ça et que vous êtes fait pour, et vous pouvez faire vos études. Je souris parce qu'on dit, si t'as raté Parcoursup, on dit plus de t'as raté ton bac, t'as raté Parcoursup. Mais c'est un peu ça, hein. Parcoursup, oui, bien sûr. C'est un peu ça. Donc voilà, écoutez, on va continuer avec tout ça. Mathieu, on termine avec un coup de gueule. Oui. Alors, on parle de foot. On va parler un peu de foot. Oh, les pauvres, qu'est-ce qui leur arrive? Tu parles du Paris FC, j'espère. Pas particulièrement. En fait, je voulais parler de. Vous savez que je suis toujours essayé de défendre les associations de supporters parce que en France, le supporterisme, j'ai découvert ce mot. Mon Dieu, que c'est moche. Bien sûr, il y a une association qui s'appelle l'Association nationale du supporterisme, d'ailleurs, qui fait un très bon boulot en France. Mais le ministère de l'Intérieur et le ministère des Sports n'ont encore une fois comme seule réponse que de faire de la répression purement et bêtement parce que en France, supporter égale forcément brut. Attends, est-ce que c'est pas supporter de foot? Parce que pour être traîné dans les terrains de sport. Ça, je sais, ça c'est. Au water-polo, il y a peu de hooligans. Alors oui, oui, mais alors là vous essayez de faire, je vois que vous voulez m'emmener, Christine, mais c'est votre tropisme de l'Ovalie, du Sud-Ouest. Tropisme du Sud-Ouest peut-être, mais d'autres sports aussi. Ceci dit, on est moins en tous les cas. D'accord. Mais ceci dit, ce que je veux dire, c'est que moi, ce que je ne supporte plus, c'est qu'on assimile tous les supporters de foot en disant que tous les supporters de foot sont forcément des voyous, des personnes dangereuses. Et même, j'irai plus loin, les ultras ne sont pas des hooligans, parce que il y a une paresse intellectuelle qui est en France de dire les ultras sont des hooligans. C'est pas vrai. Les ultras, qu'est-ce que c'est? Ce sont des supporters qui sont réunis souvent en association en 1901, qui sont les interlocuteurs du club et qui ne comptent pas leurs heures pour animer les tribunes, pour faire des déplacements, pour supporter leurs équipes, pour faire des tifos, alors ça donne des images superbes parce que toutes les chaînes de télé, toutes les images de PSG, on a été gardés sur les tifos. Toutes les chaînes de télé adorent dans leur reportage mettre des images où on voit des tifos, des drapeaux, des fumigènes et en même temps après il y a cette grande hypocrisie. Je vous invite à aller voir un match pendant la période Covid où on entendait les mouches voler, on n'était pas sur le même registre. Le foot sans spectateurs, sans supporters, c'est pas du foot. Et là, je voulais juste faire un petit clin d'œil pour les supporters stéphanois qui sont vraiment dans la tourmente, notamment les deux associations historiques qui sont les Magic Fans et les Green Angels, qui sont donc dans le collimateur du ministère de l'Intérieur, en mettant un peu tout le monde dans le même panier en disant oui, il y a des dérives, donc du coup, au lieu de faire des sanctions individuelles, on va faire des sanctions collectives, on va dissoudre ça. Rappelez que justement, c'est généralement quand il n'y a plus d'associations qu'il y a des problèmes de violence, parce que les associations, qu'on le veuille ou non, ce sont des interlocuteurs avec des personnes qui sont identifiées et qui tiennent un peu leur tribune et qui essayent de réguler les choses. Dès lors, à partir du moment où il n'y a plus personne, c'est l'anarchie, c'est la chienlit. Et Bruno Retailleau qui fait, comme souvent les ministres de l'Intérieur, c'est facile de faire un petit excès, de faire des coups de menton avec les supporters de foot. Je trouve que c'est un peu facile et que on pourrait plutôt essayer de trouver des solutions. Il y a justement cette instance nationale des supporters qui fait du bon boulot. Il y a plusieurs avocats, Maître Barthélémy, Maître Dubois, qui sont des experts qui essayent de donner une bonne image et essayent d'être interlocuteurs des pouvoirs publics. Je sais que le précédent ministre, alors il est resté pas très longtemps, c'était Gilles Averrousse, lui avait compris qu'il fallait dialoguer avec les supporters.
Là, on est revenu avec Madame Barsac sur et Monsieur Retailleau sur le. Plutôt Retailleau. Je pense pas que ce soit Madame Barsac. Je la connais. En tout cas, elle a fait des déclarations. Elle a fait des déclarations dans le. Elle est pas sympa. Elle est pas. Elle a fait des déclarations dans le sillage du ministère de l'Intérieur pour dire que voilà, les associations, les ultras, c'était pas bien, qu'il fallait apporter une réponse ferme. Non, mais elle est passée de l'héritage des JO au ministre. Elle a découvert le truc. Elle suit son ministre de l'Intérieur. Donc tout ça pour vous dire que les supporters de foot ne sont pas tous des voyous, loin de là, et qu'il faut arrêter de criminaliser leurs actions, et que sans eux, les stades ne vivraient pas, et que l'ambiance que les chaînes de télé et que les spectateurs lambda viennent chercher, c'est aussi grâce aux associations ultra. Alors, moi, je voulais juste rapidement, parce qu'il nous reste moins d'une minute, rappeler quand même que à Saint-Ouen, la maternelle qui était cernée par les dealers va être obligée de déménager. Ça a été un gros dilemme chez les parents. Moi, je me mets à leur place, de devoir dire est-ce que j'enlève mes enfants, enfin, est-ce qu'on déplace l'école, machin. Je pense que le problème est pris à l'envers. Bon, voilà. Et puis, par le ministre n'est venu voir ses pauvres parents, la ministre de l'Éducation nationale, le ministre de l'Intérieur, etc., pour leur dire que leurs enfants pourront continuer à aller à l'école, surtout des tout petits, en toute sécurité, très rapidement. Surtout le maire est quelqu'un de très actif, très, qui est dans l'actualité, qui comprend tout, et je trouve qu'il a cédé là sur ce coup-là. Je trouve, c'est clairement vraiment très bien. Après, ça doit être très compliqué. Je suis pas à Saint-Ouen, mais je trouve que c'est demander aux parents ce qu'ils veulent, rester au milieu des dealers ou partir. Déjà, le vote a été très serré dans cette école hier soir, et le message qui est envoyé aujourd'hui, c'est quand même que on laisse la place. C'est un peu ça que l'on retient, malheureusement. Voilà mon coup de gueule ce matin. Allez, on s'arrête un court instant. Vous voulez commencer par quoi? Par Free Marine Le Pen, messieurs? Oui. Allez, on y va. Dans un instant sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot. Et en compagnie de Gilbert Azoulay, Jean-Pierre Denis, Mathieu Bachelon, Arnaud Stéphan, en ce vendredi 4 avril, on va revenir avec vous quatre sur ce message donc posté cette nuit par Donald Trump sur son réseau social. Il appelle à la libération de Marine Le Pen, dit-il. Je ne la connais pas, mais je suis sensible au fait qu'elle travaille dur depuis tant d'années et qu'elle a essayé des échecs continus. Alors qu'est-ce qu'elle dit exactement? Et maintenant, juste avant que ce serait une grande victoire, ils s'en prennent à elle, dit-il, sur une accusation mineure dont elle ne savait probablement rien. Ça, c'est D.J. Vance, le vice-président américain, qui a donné une interview cette nuit également, et dans la foulée, donc Donald Trump qui appelle à la libération de Marine Le Pen. Ça vous fait rire ou pas? Ou vous dites Moi, je pense que c'est le soutien qui sert à rien, qui va pas lui rendre service, franchement. Franchement, être soutenu par Donald Trump en ce moment, c'est pas bankable. Enfin, de mon point de vue. Près d'un Français sur deux souhaite que Le Pen soit candidate à l'Élysée selon un sondage fiduciaire. Oui, c'est un sujet. Pour Sud Radio ce matin. Ouais, c'est franco-français. J'ai pas à me prononcer là-dessus. Sauf que le soutien de Donald Trump, d'ailleurs, comme le soutien de Poutine éventuellement, ou le soutien de quelqu'un d'autre, Orban ne serait pas le bienvenu, surtout pour un sujet comme celui-là, où d'ailleurs même Le Pen appelle à un peu de calme et de prise de hauteur, parce que sinon tout le monde va s'énerver. Moi, je pense que franchement cette prise de parole était trop. Mais Trump nous habitue à ça. En plus, Free, elle n'est pas en prison à ma connaissance à l'heure actuelle, donc voilà, donc déjà il connaît pas exactement la situation, mais je pense qu'effectivement quand on regarde, oui, elle a pris une peine de prison, mais c'est pas la même chose. Donc voilà, on n'est pas exactement dans les mots ont un sens. Après, effectivement, quand on regarde, vous avez évoqué le souhait que les Français ont effectivement de pouvoir librement choisir leur candidat à l'élection présidentielle, c'est une chose. Mais quand on regarde la façon dont Donald Trump était perçu jusqu'à présent en France, elle est quand même négative. Et je suis pas sûr, avec tout ce qui se passe, la guerre des tarifs qui commence, que sa popularité augmente dans notre pays. J'ai même tendance à penser que ce qui se passe aux États-Unis avec Donald Trump, globalement, au-delà de l'affaire, dessert plutôt Marine Le Pen et sert plutôt ses adversaires. Qu'est-ce que vous en dites, Arnaud? Alors, il paraît-il en tous les cas, les premières déclarations, je prends Jean-Philippe Tanguy, qui minimise la portée de ce message du président américain, la présidente du RN. C'est un peu le baiser de la mort, quand même. Donc, non, attendez, on va écouter. Vous connaissez bien les arcanes de tout ça, donc comment on peut analyser ça? Je pense qu'en vérité, Marine Le Pen est au milieu d'un enjeu idéologique et de politique bien plus large que son propre cas personnel. Donald Trump est rentré en guerre contre un certain nombre
de factions idéologiques. Il les combat à sa manière. C'est une manière qui nous surprend, mais qui est pas très surprenante du point de vue américain. Il est l'héritier, il faut pas oublier, il est l'héritier d'un personnage qu'on a oublié en France, qu'on connaît pas bien, qui s'appelait Pat Buchanan. Pat Buchanan était un célèbre intervenant à la télévision, qui était dans une émission Crossfire sur CNN. Il était pas candidat d'ailleurs. Et il a été candidat à la primaire des Républicains. Et c'est celui qui a lancé en premier ce courant idéologique très dur chez les Républicains et qui a l'assentiment du peuple républicain américain. C'est ce qu'ils veulent. Ce sont des gens qui sont très attachés à leurs valeurs chrétiennes, ils sont très attachés à beaucoup de choses et ils pensent en effet qu'ils ont des adversaires très puissants qu'ils nomment d'ailleurs, c'est le wokisme, c'est la société libérale, parce que je vous rappelle que libéral n'a pas le même terme chez nos amis anglo-saxons que chez nous. Liberal, ce sont les gens qui sont de gauche progressistes chez nos amis anglo-saxons. Donc quand ils disent libéral, il faut pas le comprendre avec la même acceptation que la nôtre en Europe. Donc quand ils disent illibéral, c'est que ils sont contre les libéraux au sens anglo-saxon du terme, c'est-à-dire gauche progressiste. Les électeurs, vous les perdez là. Non mais pas les, et ça tombe bien parce qu'il y a plus d'électeurs anglo-saxons, ça vous a pas échappé, que d'électeurs français. Donc et nos amis journalistes parfois commentateurs politiques ne font pas la distinction entre les deux. Donc il y a ça et puis bien évidemment il y a aussi une question de s'affirmer par rapport à des leaders européens qui sont de plus en plus méfiants vis-à-vis de l'Amérique et donc ils essayent de remettre un certain nombre au pas en poussant certains de leurs alliés, surtout que dans certains pays il y a des basculements qui sont en train de se passer. On voit bien que sur la totalité des pays européens, les 27 sur les 27, l'Italie c'est plutôt pro-américain. Giorgia Meloni était chez Trump à de nombreuses reprises. On va pas dire que pour l'instant elle est pas au pouvoir. Elle a même un record de longévité. Elle s'est quand même dit très surprise et choquée par les taxes douanières hier. Elle a été obligée un peu de... Elle a une industrie, etc. Mais je vous parle du point de vue idéologique. Les Hollandais sont pas très éloignés. Vous avez d'autres pays en Europe. Ils sont intervenus aussi sur l'histoire des élections qui ont été, dont on n'a toujours pas d'ailleurs d'explication de la Cour constitutionnelle en Roumanie. Donc tout ça est quelque chose de beaucoup plus profond. Et je pense que si on le met juste sur une incartade politique, sur juste une toute petite séquence, on se trompe en vérité. C'est quelque chose de beaucoup plus large et de beaucoup plus profond, idéologique même. Oui, mais encore une fois, je suis pas sûr que ça serve les intéressés, parce que je pense, on est très loin encore, il faut toujours le rappeler, on est encore très très loin de l'élection présidentielle. Oui. Et une élection n'est jamais jouée d'avance. Et ce qui va se passer avec Donald Trump, entre Donald Trump et l'Europe, et en particulier la France, va avoir, j'en suis persuadé, un impact assez fort sur le jeu politique en France. Parce que si on se prend ce choc-là, et que les Américains, globalement, en fait, Donald Trump sont responsables d'un choc, parce qu'il faut rappeler une chose, quand on va parler des tarifs, c'est que tout le monde est favorable à des frontières pour préserver les emplois. Simplement, le consommateur a un intérêt inverse à celui du salarié. Il a besoin, il veut que les prix soient le plus bas possible. Donc quand il va y avoir de l'inflation un petit peu partout et que ça va se traduire par un ralentissement économique, à ce moment-là, on va changer peut-être de regard et on va avoir besoin de gens qui sont capables de tenir cette crise. Donc je dis pas que ça va changer complètement la donne, mais je m'attends à des surprises. Pour Trump aussi, ça va poser problème, parce que cette hausse douanière d'ailleurs qui est faite sur une méthode complètement abracadabrantesque et un peu freestyle, elle va provoquer de l'inflation, une croissance en berne, et je pense que lui va avoir des problèmes très rapidement. Alors, on va revenir sur la politique franco-française, puisque dimanche, on va assister à la bataille de meeting dans les rues de Paris, en tous les cas, la bataille de rendez-vous dits politiques, le Rassemblement national, donc, qui appelle à une manifestation place Vauban, c'est derrière le Trocadéro, c'est ça, les Invalides, pardonnez-moi. Trocadéro, c'est le cimetière indien, c'est la place qui porte la poisse. Sarkozy, Fillon, Zemmour. Jamais 203, c'est fait, ils peuvent passer à autre chose. Il y aura cet rassemblement, en tous les cas, qui va être sur le thème de sauver la République. Alors, la gauche organise aussi un rendez-vous, mais ça sera sans le Parti socialiste, qui dit qu'on ne veut pas participer dimanche au rassemblement pour ne pas donner l'impression que la condamnation de Marine Le Pen est une décision politique. C'est ce qu'a dit Nicolas Meyer-Rossignol, le premier secrétaire délégué du parti. Donc il y aura aussi cette
cette frange-là de la population qui va pouvoir s'exprimer, et également le rendez-vous et un meeting. Cette fois, c'est plutôt dans un lieu couvert avec le Bloc central et Gabriel Attal. Cette séquence politique là, c'est de l'agitation pour les Français. Comment vous les percevez? Tout à l'heure, on a parlé des supporters. Il me semble que c'est un peu ça, c'est-à-dire que c'est une façon de mobiliser gentiment les militants. Je pense que ça va faire pchit de toute façon. Oui. Enfin, je m'attends pas à ce que ce dimanche soir on soit dans une situation politique modifiée par cette promenade de printemps que les uns et les autres. Mais ils ont raison en même temps. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de. Oui, mais ça mobiliser ces militants. Tu peux pas faire l'économie de faire d'avoir une réaction. Enfin, c'est impossible. Puis même par rapport à Jordan Bardella, il faut qu'il montre qu'il est complètement derrière Marine Le Pen, même si on peut supposer que il est temps qu'il le montre. À l'applaudimètre, on verra qui. Oui, comme ils n'ont pas invité Marion, on sera tranquille. Ils n'ont pas invité Marion. Il n'y aura pas de problème d'applaudimètre entre qui que ce soit. Puisque, Marion ne fera finalement pas partie des intervenants. Et est-ce qu'il y a finalement un déni pour l'instant affiché? Moi, je pense que vous parlez du Parti Socialiste, je pense que le Parti Socialiste a eu raison de ne pas participer à cette mascarade. Je vois bien le côté la France Insoumise et l'écologie qui essaye de... Oui, mais je trouve que c'est plus responsable dans le sens où là, les autres vont faire leur propre manif, donc en fait ils courent derrière le Rassemblement National qui dicte une fois de plus son timing. Et alors le plus savoureux, c'est quand même Gabriel Attal qui avait son meeting prévu. Alors vous dites qu'ils battent pas le pavé, ça m'étonne pas de la part de Renaissance. Ils sont bien au chaud dans une salle. Mais donc ce meeting était prévu depuis très longtemps. Et donc du coup ils se sont dit zut, ça tombe. Donc ils essayent de se raccorder au moment. Ils ont changé leurs affiches et ils ont changé le mot d'ordre du meeting pour en faire un meeting en lien avec l'actualité. Moi je trouve qu'il valait mieux ne pas réagir. Le Parti Socialiste a eu raison là-dessus, ne pas réagir sur ce sujet, de dire qu'on n'a pas à courir après le RN et ne pas donner effectivement l'impression qu'il y a eu que tout ceci est une séquence politique. C'est-à-dire que quand on veut faire de la politique, il faut faire de l'action politique. Et si vous vous interdisez de faire des meetings, de coller des affiches et de tracter, que reste-t-il dans l'action politique? Pas grand-chose. L'action politique, c'est aussi de la sociabilité. Bien sûr. C'est se réunir en meeting, etc. Je ne parle pas du RN, qui, de son point de vue, je comprends qu'il fasse effectivement cette manifestation. Mais je trouve que dans le camp de la gauche, c'était assez responsable de ne pas participer à la manif, qui en plus va sûrement dégénérer comme toujours, puisque ça va être pris par les Black Blocs et par ce genre de choses. Ouais. Et donc du coup, je pense que c'était plus responsable de ne pas y aller, de se dire que voilà, on laissait cette séquence et qu'on ne courait pas derrière, parce que le Rassemblement National, pour le coup, peut être très fort, ils le font depuis souvent, de donner le tempo, le timing, le tempo de l'agenda politique. Et là, au moins, le Parti Socialiste s'en est extrait, et je pense qu'ils ont eu raison. Alors, j'aimerais qu'on s'intéresse aussi à ce qui se passe à droite, chez les Républicains notamment. On va écouter ce que disait David Lisnard, le maire de Cannes, président de l'Association des maires de France. Il était mercredi avec Jean-Jacques Bourdin. Voilà ce qu'il disait sur le syndicat de la magistrature. Et on parlera de la petite phrase aussi de Bruno Retailleau hier soir. Il y a d'autres syndicats de la magistrature, eux, qui restent dans leur rôle, c'est-à-dire de se battre pour des moyens pour la justice. Exactement. Quand j'entends Béatrice Brugère pour FO, je la trouve très respectable, il y en a d'autres, si vous voulez. Mais quand vous avez un tiers des magistrats qui remettent en cause ce qui est la base de la justice, c'est-à-dire l'impartialité dans une démocratie, eh bien, à un moment donné, moi, c'est pour ça que je propose l'interdiction du syndicat de la magistrature. Parce que ce syndicat fait de la politique. Oui. Et que je suis pour le droit syndical des magistrats, pour défendre les moyens, pour parler de doctrine, mais pas pour faire de la politique. Voilà, et donc Bruno Retailleau, ça c'était David Lisnard mercredi sur Sud Radio, et vous avez, si vous le souhaitez, un interview en intégralité sur notre site également. Et Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, qui a jugé objectif qu'il y ait des juges rouges, et là aussi il s'en est pris au syndicat de la magistrature. Donc cette rengaine de revenir sur dans cette affaire donc des emplois fictifs au sein du Rassemblement du Front National, et de s'en prendre à la couleur politique supposée des magistrats, ça permet d'éviter de parler du fond. Écoutez, moi je suis surpris que David Lisnard aille sur ce terrain-là. Alors Jean-Pierre Denis, allez-y. Je trouve que ça lui ressemble pas tellement. J'ai l'impression qu'il y a un côté c'est la course à l'échalote, parce qu'il faut que je reste dans la course l'investiture possible des Républicains. Il a été laissé de côté dans la répartition des Marocains dans l'alliance électorale, et j'ai l'impression que il n'est pas vraiment dans le rôle pour lequel il a trouvé un public et une audience. Je suis un peu étonné. Parce qu'on peut dire évidemment que le syndicat de la magistrature est politisé. Alors c'est pas ce que dit Bruno Retailleau. Bruno Retailleau, il dit qu'il y a des juges rouges à l'intérieur. Que le syndicat de la magistrature soit un syndicat politisé, évidemment tout le monde... On va écouter exactement ce que dit Bruno Retailleau, comme ça on va avoir les idées bien au clair. On l'écoute. Il faut renforcer ces conditions, non pas d'indépendance, mais de neutralité. Je pense que les magistrats ne sont pas au-dessus des règles. Monsieur le ministre, c'est quand même une façon de sous-entendre qu'il y a une justice politique. Écoutez, c'est objectif. Le mur des cons. C'est acceptable, ce mur des cons, quand des hommes politiques, mais aussi des pères de victimes, se retrouvent épinglés
sur un mur de ce syndicat de la magistrature. Non, ça n'est pas acceptable. Alors, on va commencer sur cette table. Mathieu. Alors, si on parle du syndicat de la magistrature, parlons du syndicat Alliance. Alliance de la police. Il est policier. Et alors ? D'accord. Ils sont agents publics. Donc, non, mais dans ce cas-là, si on dit que les magistrats doivent être indépendants et le syndicat de la magistrature pose problème, on fait pareil avec Alliance. Surtout que M. Retailleau est ministre de l'Intérieur. Donc en plus, je trouve ça d'ailleurs un peu limite qu'un ministre de l'Intérieur se permette de juger des magistrats. Enfin, a priori, la séparation des pouvoirs en France, ça existe surtout entre Intérieur et Justice. Première chose. Deuxièmement, donc on revient sur Alliance. Monsieur Retailleau est allé se faire applaudir et soutenir par le syndicat Alliance, qui pour le coup lui aussi fait de la politique dans ces cas-là, ni plus ni moins que le syndicat de la magistrature. Donc soit on est cohérent et on dit qu'il faut que tout le monde soit aligné. Et dans ces cas-là, il y a une indépendance totale. Aucun fonctionnaire ne peut aucun fonctionnaire sur des missions régaliennes dans ces cas-là ne peut se prévaloir d'un engagement syndical. Mais dans ces cas-là, ça vaut pour tout le monde. Soit, dans ces cas-là, on ne fait pas du 2 poids 2 mesures. Et moi, je pense qu'on peut quand même très bien se dire que on peut être syndiqué, on peut avoir une opinion politique tout en étant fonctionnaire et tout en mettant une distance entre et juste je voudrais juste finir là-dessus. Pardon, mais ça c'est quand même un petit peu de l'enfumage parce que jusqu'à preuve du contraire, je reviens quand même à ce qui était le cœur de ce sujet, qui est le jugement qui a été rendu. Oui. Le jugement a été rendu, il n'a pas été rendu par un juge rouge tout seul au fond d'un local syndical du syndicat de la magistrature. Il y a 150 pages de rendu, le jugement a été motivé, il y a eu 3 magistrats, il y a eu une enquête. Ouais. Donc il y a un moment, je veux bien que il y a des faits, hein. Il y a des faits, donc je veux bien qu'on dise ce sont les juges rouges qui ont rendu ça. C'est un jugement politique, mais quand même, revenons sur le fait et ne rentrons pas, ne sont pas bernés par le narratif du Rassemblement national de dire que elle peut pas se présenter. Je l'ai pas tous en même temps. Le sujet, c'est qu'elle peut pas se présenter. C'est ça, c'est que ce soit applicable tout de suite. Mais moi, je discute avec des amis magistrats, ils me disent, mais la loi, c'est la loi. Et franchement, à chaque fois, on les accuse d'être rouges ou jaunes. D'ailleurs, on sort souvent ce mur des cons. Ça a 20 ans quand même, hein. Faut juste le dire. Tu vas dans les salles des... Non, ça n'a pas 20 ans. Bon, ça a c'est un petit moment. Ça fait un moment, hein. Et tu vas dans les salles des médecins, il y a des choses qui sont choquantes. Tu vas dans les salles de rédaction chez les journalistes, t'as des choses choquantes aussi. Tu peux toujours trouver un mur des cons un peu partout. Mais la loi, c'est la loi. Et c'est ça le problème, c'est qu'on avait retoqué Retailleau au sujet de l'OQTF, qui avait voté une loi qui permettait justement de pas ramener des gens à l'extérieur qui étaient sous OQTF. Donc, il faut balayer devant sa porte et faire des lois qui soient applicables par les magistrats. Parce que les magistrats, ils ne font qu'appliquer la loi. Et la majorité d'entre eux, c'est ça. Alors, surtout, moi, je pense qu'il faut faire la distinction entre les syndicats et les agents publics qui peuvent être syndiqués. C'est pas du tout la même chose. Que les syndicats soient politisés, c'est une évidence, et je pense que c'est bien, effectivement, de prendre, comme vous l'avez fait à l'instant, un exemple à droite et à gauche, hein, dans la police et la magistrature. Que les syndicats soient politisés, tout le monde le sait. Que les syndicats fassent de la politique, à la limite, c'est la base du dialogue social aussi, donc ça en fait partie. C'est une chose. Mais que les agents publics prennent des décisions motivées par leurs convictions politiques, c'en est une autre. Mais là, il va falloir le démontrer, parce que c'est une accusation qui est grave. Et donc, si elle est objectivable, dans ce cas-là, il faut prendre des sanctions contre l'agent public concerné. Mélangeons pas tout. Il reste un quart d'heure d'émission. Alors, on va être obligé de faire... Et vous allez répondre, évidemment, hein, on va continuer sur ce sujet-là pour être très précis, parce que c'est effectivement une séquence politique extrêmement importante. On s'arrête un court instant et on se retrouve juste après avec vous quatre. Et Arnaud, vous avez la parole. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot. Avec Gilbert Azoulay, Jean-Pierre Denis, Mathieu Bachalon et Arnaud Stéphane. On revenait, et Arnaud, vous vouliez, puisque vous ne vous êtes pas exprimé sur cette sortie hier soir de Bruno Retailleau, hein, qui s'en prend à des juges rouges au syndicat de la magistrature. L'expression date des années 70. C'est ça, oui. L'expression date des années 70, et c'est un marqueur pour les gens de droite. C'est-à-dire que le juge rouge, c'était l'ennemi dans les années 70 et début des années 80. Voilà. Il y avait cette grande vague de gens post-mai 68 qui avaient décidé d'aller dans l'éducation nationale et dans la justice. Il y avait les petits juges et les juges rouges. Voilà, c'était la grande mode. Il y en a eu des célèbres. Il y en a même qui ont
qui ont été assassinés, me semble-t-il. Donc oui, c'est un marqueur. Et quand on dit ça, on vise évidemment le syndicat de la magistrature, mais le syndicat de la magistrature pour l'ensemble de son œuvre, parce que mais elle n'est pas syndiquée. Enfin, les trois juges qui ont, ils sont pas syndiqués. Allez-y, non mais dérouler un raisonnement. Allez-y. Et c'est où tu vas, toi. Non. Et il se trouve tout de même que au-delà de ça, il y a quand même des phrases un peu curieuses dans le jugement, puisque vous l'avez lu, mais il y a des choses un peu curieuses. Le fait qu'on soit contre l'Union européenne, déjà c'est quelque chose qui est un facteur aggravant. Moi, il va falloir m'expliquer quand même. Le fait qu'elle soit candidate à l'élection présidentielle et éventuellement élue est un trouble à l'ordre public. Oui, ça, c'est vrai. Il faudra quand même m'expliquer deux, trois trucs. Bon, bref, au-delà de ça, c'est un jugement. De toute façon, il y a appel, donc balle neuve. On est reparti à zéro et elle est présumée innocente, sauf qu'elle est sous le coup de cette exécution provisoire. Donc, elle est inéligible. Très bien. Il n'empêche que nous sommes quand même en France liés à l'affaire Cahuzac dans un système qui est un système quasiment d'exception. C'est-à-dire que ces affaires-là dépendent du PNF, qui est un parquet d'exception. C'est un parquet qui peut s'auto-saisir, qui a fait des choses qui, dans n'importe quelle démocratie, poseraient un problème. Écoutez sur l'affaire Sarkozy, écoutez les conversations entre un avocat et son client. Moi, ça me pose un problème. De faire ce qu'on appelle le filet dérivant, c'est-à-dire d'écouter des gens sur 1 an ou 2 en se disant qu'on arrivera peut-être à récupérer autre chose. C'est ce que pour ouvrir une autre enquête. Ça pose problème. Ça, je suis d'accord sur la question du respect des libertés publiques et individuelles. Que vous ayez un procureur qui, lors de certains procès, dit bon, je peux pas prôner la relaxe parce que ça me ferait trop mal. Pardon. Ça pose problème. Sur l'affaire Sarkozy ou sur les affaires Sarkozy, on sait qu'il y a eu d'autres choses qui sont assez choquantes. Voilà. Après, le rapprochement entre un syndicat de juges, où encore une fois, ils ont la liberté d'attaquer, ils peuvent faire encore une fois, en France, on est encore sous le système de la lettre de cachet. Je veux pas faire trop technique, mais une enquête préliminaire. Vous êtes au Moyen-Âge, c'est l'Inquisition, c'est-à-dire que enquête préliminaire, c'est pas à charge et c'est pas à décharge, il n'y a pas un juge d'instruction, vous pouvez pas avoir accès aux pièces, vous n'avez pas accès au dossier ni quoi que ce soit. Et sur certaines enquêtes, 5 ans d'enquête préliminaire et pas de nomination d'un juge d'instruction, vous êtes renvoyé directement en correctionnel. Arnaud, sans pouvoir la justice. Le Rassemblement national a soutenu toutes ces dispositions-là. Oui, c'est ça. Ouais. Non, mais alors non. Justement, non. Généralement, surtout sur tous les textes répressifs. D'ailleurs, qui appelle à réformer la loi pour permettre à Le Pen. Il se trouve que la loi Sapin 2, de toute façon, ne couvre pas l'affaire de Marine Le Pen. Elle ne la couvre pas. Ce n'est pas la loi Sapin 2 qui touche la loi Marine Le Pen, c'est la loi d'avant. Et concernant la loi Sapin 2... il y a une partie des faits qui sont dans la loi. Non plus, ça a été écarté. L'avocat de Marine Le Pen l'a expliqué sur tous les plateaux, tous les soirs. Ce n'est absolument pas le cas. Et il se trouve, en revanche, que on a vérifié de manière assez facile. C'est-à-dire qu'à l'époque où la loi Sapin 2 a été votée, Marine Le Pen n'était pas députée. Et c'était Marion Maréchal qui l'était. Et on a vérifié ses votes. Oui. C'est en accès sur le site de l'Assemblée nationale. Elle a voté contre. Vous savez quoi? Il reste 2 minutes 25 pour parler des droits de douane. On est contre. Ça va être beaucoup plus cher. Vous craignez. Mais je pense que c'est Trump qui va en souffrir plus que les Européens. Vous craignez. La riposte doit-elle être massive ou doit-on faire graduer rapidement? Faut-il s'inquiéter? Il faudrait déjà avoir une réponse européenne, mais sur une réponse européenne cohérente, et pas faire preuve de naïveté et avoir une L'invité ce matin à 8h30, qui est un économiste au-dessus de tout soupçon, disait qu'effectivement les choses étaient en train de se mettre en place. Déjà, il fallait. Est-ce qu'il est syndiqué? Je ne sais pas. Ça dépend où, de quel côté. Moi, je n'ai aucune confiance en Ursula von der Leyen pour défendre l'Union européenne et les pays européens face à la concurrence. On voit ce qui est fait avec le Mercosur, le pas de qu'il y a eu. Donc moi, je pense que effectivement, pourtant, il y a une vraie réponse. La réponse, elle doit être européenne. Des filières agricoles, peut-être que le Mercosur leur permettra d'écouler quelques. Non, alors le Mercosur, pour les Italiens et les Polonais, oui, mais pour les Français, je suis pas sûr que ce soit. Du côté du c'est la complexité de l'Europe, c'est-à-dire que le Mercosur, moi j'ai rencontré les céréaliers, ils étaient plutôt pour. On est un des 6e exportateurs mondial, donc ça veut dire que c'est pas si simple. Mais vous savez, on est le 9e partenaire des Américains, le Mexique, la Chine et le Canada
quand ils vont réagir, je pense que ça donnera aussi des billes à l'Europe. Parce que eux, ils sont très très loin devant nous en termes d'échange avec les Est-ce que le diapason va être donné par la Chine? Ils prennent 100% et pour l'instant, ils ont pas petits paquets. Sur les petits colis. Paquets, oui, petits colis. Ce qui fait que ça va taper sur Temu et ça va taper sur Shine. Et ça va faire ça restera pas cher. Hein le consommateur américain va s'apercevoir que ces produits fabriqués en Chine sont plus chers. Et on va voir ce qui va se passer dans 2 ans aux élections de mi-terme, parce que si l'inflation démarre et que le consommateur américain s'aperçoit que finalement cette politique est contre-productive, ça sera le désaveu pour Trump. À l'inverse, et on peut imaginer qu'en mettant ces tarifs, il s'assure qu'à long terme, il y a la renaissance d'une industrie américaine, voire que des industriels, et peut-être des industriels français, décident de délocaliser une partie de leur production aux États-Unis, ce qui manquerait de patriotisme, certainement, mais qui serait certainement étudié par les grands groupes. Le grand chambardement. LVMH a installé ses usines déjà. Donald Trump était là. Airbus aussi. C'est trop tôt, je crois, pour tirer des conclusions. Voilà, c'est le grand chambardement qui va nous occuper certainement. Je vous renvoie aussi l'invité, je vous le disais, économique, qui était là à 8h30 avec Jean-Jacques Bourdin, qui était très clair et qui raconterait effectivement les différentes hypothèses derrière. Merci à tous les 4. Je vous souhaite un excellent week-end. Dans un instant, c'est Alexis Poulain. Et puis lundi, vous retrouvez Valérie Expert. Belle journée. À bientôt. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.